Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce soir, on reçoit dans le cadre du Club Photo en ligne Yvan Gatti, qui est le gérant du magasin Camara au Puy-en-Velay et qui va nous parler donc du matériel photo à utiliser pour photographier des portraits. Alors, le sujet du mois, c'est le portrait en noir et blanc, mais on va se concentrer plus généralement sur le portrait d'une manière générale, donc avec les différents matos qu'il nous a apportés. Bonjour Yvan. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer un petit peu, vous allez me poser des questions déjà. Je vais essayer d'y répondre un maximum. Si j'y arrive pas, j'appellerai Jérôme au secours. Voilà. Ce qu'on va faire, je vais vous présenter déjà dans un premier temps, je pense, sur la gamme des appareils photo. D'accord? Ce qu'on peut retrouver. On va passer peut-être derrière sur les optiques, les différentes optiques, les raisons, d'accord, pourquoi utiliser cette optique plutôt qu'une autre. On pourra éventuellement discuter ensemble et essayer de vous apporter un maximum d'informations sur les flashs de studio ou éventuellement là, parce qu'on peut faire des choses pas mal avec ça à moindre coût, ou éventuellement avec aussi des fonds qui peuvent aussi vous intéresser. Donc, moi, je vais essayer de répondre au maximum à vos questions. Est-ce que ça vous convient? Oui. Bien. Très bien. Donc, on va démarrer par une chose, on va démarrer par la gamme d'appareils photo. Alors, je pense que vous devez savoir, première chose qu'on va retrouver, soit du réflexe. Donc, dans le réflexe, on va avoir différentes... alors là, je me suis arrêté sur du Canon, mais on pourrait aller chercher dans d'autres marques. Hein. Oh, mais c'est bien Canon. Hein? C'est bien Canon. On va commencer déjà par se fâcher. On a lancé. On va savoir de suite si c'est du Nikon ou du Fuji ou autre chose. On commence par bas de gamme, c'est ça? On va quand même garder, on va essayer de faire le mieux possible. Ce qu'on va retrouver après derrière. Je vous rappelle que cette vidéo est entièrement rediffusée sur la chaîne YouTube. Hein, donc faites attention à ce que vous dites. Hein, attention. Pas de gros mots. Ensuite, on va retrouver de l'hybride. Donc, on va aller voir sur l'hybride ce qu'on va faire. On va déjà commencer par, là, c'est le Nikon C1 qui était repris chez Nikon. Ça rappelle les anciens en argentique. Ce qu'on va retrouver là, c'est si je ne le casse pas, un APS-C. D'accord? Alors, on va essayer de... Vous voyez, on voit bien à l'intérieur le capteur. Je vous expliquerai pourquoi une différence entre les capteurs. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on va dégrossir. On va retrouver, bon, alors là on est chez Sony, hop, vous voyez, on retrouve un capteur qui est un petit peu plus grand. Donc là, c'est du plein format. Et le Big, qui est le moyen format, où là, je ne sais pas, tac, voilà, je ne sais pas si vous voyez tous, voilà. Où là, on va bien retrouver un capteur beaucoup plus gros. Quels vont être les avantages d'avoir un capteur de plus en plus grand? C'est-à-dire, ça va jouer sur votre flou à l'arrière. Plus le capteur est grand, plus votre photo, votre portrait, à l'arrière, vous allez flouter plus facilement. Alors, juste pour donner un petit peu un ratio, c'est-à-dire que si je suis en APS-C, on s'en fout de l'optique, on va dire que je vais me mettre à 2.8 sur un 70-200. L'équivalent du 2.8 sur un plein format, on sera entre 4 et 5.6 pour avoir exactement le même rendu à l'arrière. Est-ce que je vous perds ou je ne vous perds pas? Vas-y Bruno, pose ta question. Je suis, mais tout juste. Je comprends effectivement qu'on aura plus de flou avec le plein format. Ouais, tout à fait. C'est simplement effectivement le ratio 2.8 F4, F5.6 qui me surprend plus. Je peux, Yvan? Vas-y. En fait, comme tu as un flou qui est plus prononcé en plein format qu'en APS-C, le rendu de flou d'arrière-plan que tu auras à f2.8 avec un APS-C sera celui que tu aurais avec un plein format à f4 ou f5.6. C'est bien ça, Yvan? C'est ça, exactement. Ok, ça y est, j'ai intégré. D'accord. C'est juste que j'explique mieux, en fait. Avec 2.8 avec un plein format, tu es vraiment plus de flou. Quoi? C'est juste que j'explique mieux.
Je suis bien d'accord. Et la vidéo est enregistrée. Oh mince, la vidéo est enregistrée. On coupe. On va couper. On va couper. On coupe. Allez, là-dessus, on a fait un petit peu le tour au niveau des appareils. Après, pour tous, le système de fonctionnement sera la même chose sur l'ouverture ou la vitesse, peu importe. Ce qu'on va aller voir maintenant, c'est sur les optiques. Alors, on peut retrouver du 35 mm. OK. On va pouvoir retrouver du 50 mm. Ou éventuellement, là, je vais rester uniquement sur le portrait, hein, d'accord? Après, il y a d'autres gammes. Ou du 85 mm. Donc, ce qui va se passer là-dessus, c'est-à-dire que votre champ sera complètement différent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire parler votre image différemment entre un 35 mm, un 50 ou un 85. Est-ce que c'est Tu ne bon? montes pas au-dessus de 85? Comment? Tu ne montes pas au-dessus, pardon, si je tutoie, mais tu ne montes pas au-dessus du 85 mm? Celui-là, le préféré de Jérôme. En reportage, j'aime beaucoup le 70-200 Ouais. parce qu'il est très polyvalent. Et pour les portraits, c'est pas mal parce que des fois, autant en studio, j'aime bien un 100 mm fixe parce que tu n'as pas besoin de tourner beaucoup autour du sujet. Mais le 70-200, il permet de se mettre très, très loin du sujet et de faire des portraits assez serrés, assez sympas. Donc, faut tenir compte, par contre, d'une chose sur ces petites choses-là, c'est sur ce genre de zoom, c'est la distance minimale de mise au point qui souvent est autour d'1,50 m, tu vois, à peu près. Donc, tu ne peux pas te rapprocher trop. C'est pour ça qu'en studio, je préfère utiliser un 100 mm macro parce que là, tu peux vraiment te rapprocher très proche de ton sujet. Et du coup, c'est une optique qui est très sympa en reportage, ça. Elle est très, très polyvalente. On peut vraiment faire plein de choses avec. Et souvent, quand tu as… Alors, c'est une version F4, il me semble, là. Hein. Là, c'est une version F4. Ouais, Ouais. Avec une version 2.8, tu as enfin, même avec le F4, je pense, hein, mais tu as des jolis flous d'arrière-plan qui sont pas mal du tout, quoi, pour des portraits. Donc, c'est plutôt pas mal. Exactement. Et ce qui est pratique aussi, c'est que si on se retrouve dans des situations où on ne veut pas être vu, c'est plus facile aussi. D'accord? Oui. Par rapport à un 50 mm où on va être à 1 mètre si on veut faire ça, par exemple, là. Ça va être compliqué si vous passez devant la personne et qu'elle est mal à l'aise avec un appareil. Alors, sans jouer les paparazzis, c'est vrai que c'est moins… Enfin, l'objectif est beaucoup plus gros, si tu veux, mais c'est moins intrusif parce que tu es moins proche de ton sujet. Et du coup, ça permet, sur certains reportages, par exemple, comme d'un reportage de mariage où tu laisses les deux mariés pouvoir être ensemble, tu peux faire des portraits assez serrés d'un couple en étant à une dizaine de mètres, ce qui n'est pas non plus… Voilà, tu n'es pas planqué derrière une fougère, hein, mais c'est pas mal, quoi, parce que tu leur laisses un peu d'espace, quoi. D'accord. Donc, ce qu'on va retrouver également, ça va être les ouvertures. Alors là, c'est toutes des ouvertures à 1,8. Mais on pourrait retrouver des ouvertures à 1,4 ou à 1,2. Ce qui va jouer, du coup, vous allez pouvoir encore gérer encore plus votre flou à l'arrière. Alors attention, ça ne pardonne pas non plus. Il faut faire attention que on sait que certains font du 0,95, je pense chez Nikon, votre champ de vision, la profondeur de champ. Ouais, la profondeur de champ va être très limitée. Donc, si vous ne faites pas parfaitement votre mise au point sur l'œil, vous serez très vite le bout du nez net et l'œil flou. Donc là, l'intérêt un petit peu en portrait. Les porteurs de lunettes aussi sont… Tu peux avoir la mise au point qui accroche sur la branche de lunettes et du coup, l'œil qui ne va être pas complètement net, quoi. Exactement. Alors, si je peux me permettre, Yvan, une astuce pour ça, c'est moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais ma mise au point, je recadre, je fais ma photo et je relâche tout et je vais refaire ma mise au point, refaire ma photo. C'est-à-dire que je fais 2 photos souvent sur les portraits comme ça avec des profondeurs de champ très faibles, mais ce n'est pas clic-clic. C'est mise au point, déclenchement, remise au point, redéclenchement, pour que si la première mise au point n'a pas été bonne, la deuxième le sera. Okay. Voilà. C'est une manière d'assurer le coup, en fait. Question, est-ce que quand même le choix de l'ouverture, ou disons la plus petite, la plus grande ouverture possible,
par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, elle devrait aussi être liée en fonction de si on a un APS-C ou un plein format ou un moyen format. Non? Ça dépend. Si tu veux maximiser ta profondeur de champ, tu vas ouvrir au max à chaque fois. Après, je parle sous contrôle d'Yvan, hein, mais une optique qui va ouvrir à un 4, elle peut ouvrir à un 4, mais elle ne sera pas forcément meilleure à un 4. Donc, tu peux fermer un petit peu. Tu n'as pas toujours intérêt à être au taquet en ouverture, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, forcément, une optique qui ouvre à un 4, elle sera peut-être meilleure à un 8 qu'une optique qui n'ouvre que à un 8, tu vois. Donc, tu gagnes un peu en qualité. Après, c'est bien d'avoir un petit peu de marge de manœuvre et le choix de savoir si tu ouvres ou pas au taquet, ça va dépendre effectivement du rendu de profondeur de champ que tu veux avoir. Oui, et puis également, ce qui peut se passer, c'est-à-dire la situation de faire un portrait. C'est-à-dire qu'un portrait, on n'est pas obligé de le faire dans un studio ou à un moment où il y ait du soleil. C'est-à-dire qu'un portrait, on peut éventuellement jouer, par exemple, du noir et blanc. Je vais partir un petit peu sur ce thème. C'est-à-dire que si je veux le faire en soirée sous un lampadaire, je pourrais jouer la gestion de la lumière. Mais vu que je vais avoir un problème, c'est de manque de lumière, parce que je ne veux pas trop monter en sensibilité de façon à ne pas détériorer ma photo, et ben, je ne vais pas avoir le choix d'avoir une grosse ouverture. Il y a des situations qui vont faire qu'on va pas avoir le choix. Donc, effectivement, un 8, ça va fonctionner, mais bon, si on a un 2, c'est encore mieux, hein, ou un 4. Après, on est bien d'accord qu'au niveau tarif, on ne va pas avoir le même tarif de produit sur un produit à un 8 que sur un produit à un 2. Et on va avoir un gros delta. Alors, ce qui peut être intéressant, alors là, je vais aller assez global sur les marques. Ce qui est intéressant, moi, je trouve qu'il y a des produits qui sont plutôt pas mal, qui ne sont pas très chers. Alors, je pense à Canon, à Nikon. Je crois qu'également Fuji en a fait un, mais je crois qu'il a ouverture f2. Ils ont fait des optiques. Alors, au niveau extérieur, c'est un peu plastoc. Même Sony, d'ailleurs, en a fait un. Par contre, ils ont une très bonne lentille. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous amuser avec des optiques pas trop chères, aux alentours, je ne sais plus, il y en a 150, ça peut être augmenté un peu, on va dire entre 150 et 200 euros. Ça ne coûte pas cher, vous avez une bonne optique et vous pouvez quand même faire des bonnes choses. Voilà, ça peut être intéressant. C'est les 51.8, ça, ou les… Ouais, les 51.8. Oui. D'accord. Le 51.4, même si on a les prix, malheureusement, comme tout, qui est en train de flamber, mais bon, bref. On va se retrouver sur le 1.4 plus aux alentours de 350 euros. Voilà. Donc, qui n'est pas non plus là. Après, dès qu'on va passer sur des optiques à ouverture 1.2, là, on va dépasser la plupart du temps les plus de 1000 euros. Mais sur du portrait, hormis effectivement des conditions spéciales le soir sous le lampadaire où on n'a pas beaucoup de lumière, mais que ce soit en studio ou, je dirais, de jour, quelle est la profondeur de champ par type de focale, là, le 35, le 50 et le 85? Alors là, c'est la conversation qu'on a eue mardi dans le club. Tu ne peux pas répondre à cette question parce que il y a trop de paramètres. Enfin, il y a plusieurs paramètres. La taille de ton capteur, la distance par rapport à ton sujet. La profondeur de champ, elle est liée à ça. C'est-à-dire que si tu mets un 51.8, enfin 51.4 plutôt, sur un APC ou sur un plein format, à ouverture égale, à distance égale, tu n'auras pas la même profondeur de champ. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, selon la distance par rapport au sujet, là aussi, ta profondeur de champ, elle est proportionnelle à la distance. Enfin, quand je dis la distance par rapport au sujet, ça va dire dans ton plan de mise au point. Donc, selon la distance à laquelle tu fais de la mise au point, tu n'auras pas la même profondeur de champ. Donc, un portrait large, avec le même 50 mm, le même capteur, un portrait large à 1,4, avec une ouverture 1,4, si ton sujet il est à 1 mètre et si ton sujet il est à 10 mètres, tu n'auras pas du tout la même profondeur de champ. Donc, on ne peut pas répondre à cette question brutalement en te disant avec telle focale, tu as telle profondeur de champ, enfin, tu as telle distance de profondeur de champ, et avec, on ne peut pas répondre comme ça, en fait. Non, ça, je comprends bien, Jérôme. Ma question, c'était plutôt, vous, qu'est-ce que vous faites, quoi? Je dirais que quand vous faites du portrait… il n'y a rien de systématique. D'accord. Je serais tenté de te dire, il n'y a rien de systématique parce que tu photographies une personne
avec un 50 mm, avec un capteur plein format. Si ce que tu veux, c'est avoir quelque chose de très serré avec un flou d'arrière-plan extrêmement prononcé, eh ben, tu vas te rapprocher au maximum et tu vas ouvrir au maximum. Si tu veux gagner un peu de profondeur de champ, parce que le décor peut avoir son importance, peut avoir un intérêt, eh ben, avec le même cadrage, tu vas pouvoir fermer pour mettre en valeur un peu plus l'arrière-plan. Donc, il n'y a pas, comment dire, ce qu'il faut retenir, c'est quelle est la tendance et quel levier il faut pousser pour avoir quel résultat. Mais là encore, je refuse un petit peu toujours de m'enfermer dans le « il faut, tu dois ». C'est-à-dire que la recette, elle ne fonctionne que pour faire toujours la même chose. Or, l'idée, c'est d'avoir un outil qui te permet, un appareil photo, s'il a plusieurs ouvertures, un objectif, pardon, s'il a plusieurs ouvertures et si aussi il a plusieurs longueurs focales, c'est justement pour être polyvalent. Donc, c'est un peu dommage de s'enfermer dans on doit faire un portrait au 85 mm en ouvrant à f1.4 et en se mettant avec tel cadrage. Sinon, tu fais toujours la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces off plus tu zoomes, plus tu ouvres, plus c'est flou en arrière-plan, et off moins. Moins tu zoomes, moins tu ouvres, moins c'est flou en arrière-plan. Une fois que tu as compris ça, après, c'est à toi de doser. Et c'était la question de Jean-Michel mardi. Ce dosage, il va se faire avec le testeur de profondeur de champ, il va se faire avec l'habitude. Moi, je sais, par exemple, en studio, qu'avec mon 100 mm, si je photographie quelqu'un, mon 100 mm, il ouvre à 2.8, mais je l'utilise rarement à 2.8 parce que je préfère à f4 pour gagner un tout petit peu plus de netteté. Ça ne gêne pas sur l'arrière-plan et ça me donne... ça, c'est un exemple concret. Hein, ça me donne assez de profondeur de champ pour que les yeux soient nets et que l'arrière-plan soit flou. Si j'ai 2 personnes, je vais monter à f5.6. Si j'ai 3 personnes, même si je le fais plus des petits groupes maintenant, je vais carrément monter à f8. Tant pis, ce sera net sur l'arrière-plan, mais moi, je suis sûr que tout le monde soit net. Tu vois, c'est des ordres de grandeur, mais c'est valable dans mon studio parce que je suis à peu près toujours à 4 mètres de mon sujet et avec mon 100 mm. Si je passe au 50 mm, la donne est changée. Si je suis en extérieur et que je suis au 70-200, la donne est changée. Tu vois, et même en extérieur, avec le 70-200 qui n'est plus une optique fixe mais un zoom, je ne serai jamais exactement à la même distance. Je vais être, et d'ailleurs dans le studio, j'ai des croix au sol. C'est-à-dire que je sais que mes modèles, ils sont posés au centimètre près, quasiment toujours à la même distance. Tu vois, donc on peut se permettre d'avoir des choses très très précises quand on a des ordres de grandeur au niveau des distances qui sont toujours les mêmes et des longueurs focales qui sont toujours les mêmes. Voilà. Okay. J'étais un peu long, je suis désolé, mais moi, ça répond de manière un peu plus complète à la question. Je t'en prie, Yvan, je te relaisse la parole. Excuse-moi de t'avoir appris. Je ne sais plus. Ah, voilà, c'est vrai. On va bien trouver quelque chose à dire. Ouais. Au niveau une casquette. C'est ça? Non? C'est une assiette dans un sac en plastique. Ouais. J'ai faim. Alors, il faut deviner ce qu'il y a dedans. Allez. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un grand parasoleil, un grand truc là, qui se déplie comme ça. C'est pas mal. Question de Monsieur Gatti, du Puy-en-Velay. Je ne vais pas dire, je vous ai montré le mien l'autre fois. Ah ouais? Bah oui, je t'ai dit, c'est avec ça que j'avais pris mes objectifs en photo. Ah, mais tu parlais du matériel? Ouais, de ce qu'il y a dans le sac. Un striptease, mais… Voilà, un striptease photographique. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Un réflecteur. Et il fait que réflecteur. Un réflecteur. Donc, l'intérêt du réflecteur, on peut avoir n'importe quoi. Hein. Là, en intérieur, par exemple, je suis avec la lumière au-dessus. Alors, je pense que ça doit se voir. Ouais. Au niveau du visage, on voit qu'on va ramener également de la lumière. Alors, pour utiliser ce genre de choses, il faut quand même une lumière un peu ponctuelle. C'est-à-dire que si on a un temps couvert avec une lumière qui vient de partout, bah, le réflecteur, il ne va pas renvoyer grand-chose parce qu'il renverra une lumière homogène. Donc, en fait, vous n'aurez pas grand-chose de plus. Ça marche bien quand on a des lumières ponctuelles. Il fait plus que réflecteur, ton truc. Hein. Mais alors, des trucs bêtes. C'est-à-dire, du coup, là, on a un côté noir. D'accord? Mais le côté noir peut être à l'inverse. C'est-à-dire que justement, on va prendre l'exemple, vous êtes avec un bâtiment sur le côté très blanc. En fait, ce qui va se passer, votre lumière va venir se refléter là et va revenir là. Votre intérêt, si on reste sur le thème du noir et blanc, par exemple, c'est d'avoir une cassure. C'est-à-dire que je veux vraiment avoir un côté sombre et de l'autre côté complètement différent, où là, je vais pouvoir diriger en fonction. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser cette partie-là justement pour couper le retour de la lumière. Coupe-flux. Un coupe-flux, exactement. Ça peut être aussi
Intéressant. Après, il y a différents diamètres, vous faites ce que vous voulez. On peut avoir aussi, alors sur celui-là, par exemple, c'est le cas. Hop, vous voyez, on a, je ne sais pas si ça se voit bien, on a un côté doré, donc on ne va pas amener la même lumière, la même couleur. Bon, là, on s'appuie sur la couleur, mais la même lumière sur le visage. Ou à l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes en plein cagnard, il y a la lumière qui vient taper dessus. Bon, après, on va peut-être pas lui mettre une auréole au-dessus, mais c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vous en servir, c'est transparent. Donc là, vous allez pouvoir couper la lumière. Avoir une lumière plus douce. Ça diffuse, ouais. Ça diffuse. C'est-à-dire que alors, là, ça, c'est intéressant. S'il y a une source de lumière qui est très, très ponctuelle, on la met devant. Et du coup, là, ça va élargir la source de lumière. Et comme la source de lumière sera plus large, les ombres seront plus douces. Ça diffuse la lumière et ça élargit la source de lumière. Et est-ce qu'à l'intérieur, il se retourne et si on retourne la petite chaussette, normalement, ça nous fait un petit réflecteur doré qui nous permet de réchauffer un peu. Ouais, c'est. Voilà. Et même un petit truc blanc, gris qui permet d'être un peu moins violent que le doré. Voilà. On pourrait avoir les références de ce produit? Alors là, c'est chez. Sur ton site, non? Tu ne le vends pas sur ton site? Sur le site, on doit le retrouver. Eh ben, je mettrai un lien en description de la vidéo. Un message si vous voulez, ça, c'est pas un problème. Où tu le retrouveras. La Stolite, c'est bien ce qu'ils font, ouais. Ouais, il y a une super gamme, c'est pas des prix exorbitants. Ça doit faire 20 ans que je l'ai, il n'a pas bougé d'un poil. Peut-être que je ne l'utilise pas assez, peut-être c'est pour ça. Il n'est pas abîmé. Et ça se replie, hop, terminé. Alors, celui que tu as sur le côté derrière toi, là, il est moins facile. Décathlon. Comment? Ouais, c'est ça, comme une tente Décathlon. Ouais, et c'est facile. Celui-là est facile. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué, il faut comprendre, mais. Le plus dur, c'est les canopées. Ça fait un cube, en fait. Donc, il faut tout replier le cube. Et une fois qu'on a replié les 6 faces du cube, il faut retourner les trucs en 4. C'est très grand, en plus. Quand moi, j'ai une canopée qui fait 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, c'est super compliqué. Celui que tu as sur ta gauche aussi, enfin, sur la droite de l'écran. Sur la gauche. Là, tac. Ce qu'on va retrouver, là, c'est un fond pliable. Ça, c'est pour Jean-Baptiste qui nous avait demandé quel fond utiliser. Et ça, c'est intéressant. Ça j'aime bien l'utiliser dans les entreprises. Ça, c'est super bien. Alors, il y a différentes tailles. Alors, je vais essayer de vous le mettre derrière. Je m'en vais, mais je vais essayer de vous le placer derrière sans tout casser. Hop, voilà. Donc, du coup, vous voyez, on est sur une largeur assez… ça suffit amplement. Hein. 2 personnes, ça passe. Éventuellement, si on veut, on peut également le mettre dans l'autre sens. D'accord? Si on est amené à faire des plans à ce niveau-là, on peut avoir 4 personnes parce qu'il fait 2 mètres 50, je crois, de haut. Donc, ça vous fait une largeur. Il y a une autre couleur de l'autre côté? Et en fait, ce qu'on va retrouver, alors je vais essayer de ne pas le tomber. Hop. Tac, 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 tac. Je repars, je reviens. On se croirait un peu dans un vieil épisode de Benny Hill, là, tu vois, quand tu… Florence et Hilar. Hop. Voilà. Il faudrait une petite musique rigolote, là. Ouais. Voilà. C'est pas mal. Il a l'air un peu abîmé au milieu. Mais non, c'est le… C'est le dégradé, ouais, c'est pour déconner. Et celui-là, il est usé. J'adore sur les portraits, les noirs et blancs, ça ressemble. C'est joli, ça, ouais. Ah ouais. Ah ouais. On pourra voir. En fait, il y a plusieurs couleurs. C'est la Stolite aussi? Éventuellement, ceux qui sont intéressés, par exemple, sous les fonds verts, il existe un fond vert aussi. Donc, on peut aller faire de l'incrustation si on a envie. Ça, c'est possible. Ceux qui veulent faire de la vidéo avec l'incrustation, c'est jouable. Donc, c'est toujours pareil, c'est chez la Stolite aussi. Ce qui est intéressant, c'est également, vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous le voyez, quand je l'ai positionné, en fait, c'est positionné avec des aimants. Ah, c'est bien ça. Et c'est au lieu de s'embêter, tu sais, avec tes trucs et que ça tombe. Les pinces, ouais. Les pinces, ça dure 30 secondes. Paf, tu le vires. Et c'est intégré dans le fond ou c'est un truc qui se rajoute? Alors, en règle générale, le fond, alors je ne sais plus s'il y a des kits avec le fond plus le support ou sinon le support est à part. Oui. Le support aimanté? Ouais. Et en fait, le principe. D'accord. Tac.
Donc là, c'est un pied basique. Hein. Et ça, en fait, Ah, ok. C'est des aimants. c'est Ah, des c'est pas aimants. mal, hein. Et au moins, ça, c'est super. Et ça aimante le. Il y a quelque chose à rajouter sur le fond ou c'est. Ah, pas du tout, parce qu'en fait, tu as une armature à C'est l'armature. l'intérieur qui est en acier. D'accord. Et là, c'est le même système pour le fermer, comme la quechua. D'accord. En règle générale, alors juste pour On veut une démonstration. Oui. Ah, mais ça ne sera pas assez large. Mais, euh, Non, c'est casse-gueule du vent. c'est le truc bête. J'ai mis 10 ans et il a fallu que je les vois pour qu'ils m'expliquent le principe, c'est-à-dire quand ça se plie un fond, c'est-à-dire que vous faites comme si vous fermiez un livre. D'accord? Ouais. Et quand on vient comme si on fermait un livre, il vient se refermer tout seul. Hop. Alors là, Et- bravo, parce que ouais, j'ai jamais vu faire ça. Je pensais, moi, je le fais en 8 et je galère. Non, mais en fait, tu viens le fermer comme si tu fermais un livre. Donc, tu ne dois pas assez lire. Il faut arrêter de lire sur Internet. En fait, tu dis. Alors, tu vois, du coup, j'y arrive plus, mais. Qu'est-ce que t'as derrière, Jérôme, Ah, je vais surtout sur tes tout casser rayonnages? parce que je suis un peu à l'étroit. Ouais. Il va nous péter un 70-200. Donc, en fait, tu viens fermer, tu vois. Ouais. En fait, tu viens comme si tu fermais un livre. Et la partie vient se mettre vers le bas, tu vois. Hop, c'est terminé. Alors là, je suis bluffé. Bravo. Voilà. Ouais. Et là, il s'ouvre tout seul. Et là, s'il s'ouvre, tout seul. Hop. Donc là, sur cette partie-là, on a vu. Si on va sur la partie des flashs, alors, on va retrouver différentes gammes. On ne va pas rentrer spécialement, on n'est pas là spécialement pour faire de la pub pour une marque ou une autre. Hein, il y en a différentes. Ça, c'est un choix perso. Ce qu'on va retrouver, c'est des flashs comme ça, d'accord, avec différentes puissances. Sur la puissance, on peut retrouver des 200 joules, des 400 joules, des 500 joules. Pour faire assez simple, sur du 200 joules, par exemple, pour démarrer, on peut déjà faire pas mal de choses. Je peux dire un truc? Le 200 joules, effectivement, c'est largement suffisant pour faire du portrait en studio. Après, si on prend plus puissant, il y a une chose qui est très, très importante, c'est de voir quelle est la puissance, non pas maxi, mais mini. C'est-à-dire qu'un flash de 400 joules qui va descendre qu'un huitième de sa puissance, ça va taper tellement fort que dès qu'on va mettre une boîte à lumière et qu'on va la rapprocher du sujet pour avoir une lumière un peu douce, ça sera trop fort. Et même en se mettant en 100 ou même en baissant la sensibilité en 50 ISO, on va se retrouver avec des diaphes qui vont être entre F8 et F11 et ça va être une catastrophe parce qu'on ne pourra plus du tout gérer sa profondeur de champ. Donc 200 joules, très bien. Si vous voulez faire que du portrait, c'est pas la peine de monter sur des 400 ou des 600. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Yvan, toi, mais... Ouais, après, c'est différent. Si on veut jouer avec un jeu de plusieurs flashs pour augmenter la puissance à la lumière, si on veut vouloir mettre un snoot, enfin, après, il y a plein de... Après, si on a un studio qui a un très grand volume, on peut monter dans les puissances, ça c'est sûr. Mais si on veut faire du portrait d'une seule personne, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir baisser la puissance. Je sais que par exemple, cet après-midi, j'ai photographié des portraits. J'étais avec un 400 joules, j'étais au 128e de la puissance et je ferme à F4 avec une boîte à lumière qui est à peu près la distance où Yvan est de la boîte à lumière qu'il a. Et ça sert à... Enfin, les 400 joules sont intéressants parce qu'ils deviennent plus polyvalents puisqu'on peut s'en servir aussi pour faire des produits, pour aller taper plus fort si on en a besoin. Mais par contre, il faut bien s'assurer que ça descend bas. Et souvent, les flashs un peu bas de gamme, ils vont moins descendre que les flashs qui sont un peu plus haut de gamme et qui, eux, ont cette souplesse-là, non pas dans la puissance maxi, mais d'une part dans la précision, dans la régularité de l'éclair, dans la manière de le doser, la puissance, mais surtout dans la puissance mini. Et la puissance mini est très importante. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, il y a d'autres points qui sont... Alors, c'est vrai qu'on va retrouver, je ne sais pas où, mais sur le web, on va retrouver des produits, des flashs pas chers du tout. Moi, ce que j'apporterai comme défaut, la plupart du temps, c'est-à-dire que vous avez
ce système-là, qui est ici, là, qui vient tenir. Et souvent, ça ne tient pas du tout. C'est-à-dire que vous êtes amené dans cette situation-là de vouloir avoir une lumière, par exemple, un peu plus haute comme ça. Vous avez souvent le truc qui vient se casser la figure. Ouais. Et alors, une fois, ça va. Après, les fixations pètent. Enfin, à la sortie, ça coûte pas cher, mais C'est vrai que les supports qui sont crantés, souvent, ils sont moins souples dans l'utilisation que des choses un peu comme… alors là, c'est un support qui sert à tenir un flash Cobra. Je vais essayer de le mettre voilà, comme ça. On glisse le flash Cobra dedans. Et c'est un système Godox, ça. Et en fait, quand on desserre, c'est quand même très, très souple. Et quand on resserre, c'est vraiment, ça bouge plus, quoi. Et c'est important parce que là, il n'y a rien au bout. Mais quand on met une boîte à lumière, ça peut tenir une boîte à lumière de 120 cm de diamètre. Ça pèse quand même, hein. Ça pèse vraiment beaucoup. Donc, il faut qu'on ait un système qui soit à la fois souple dans la manière dont on peut le desserrer et le resserrer, mais qui, une fois serré, sans qu'on soit obligé de forcer beaucoup, reste quand même stable. D'une manière générale, moi, je vous recommande de jamais forcer, parce que si vous forcez, vous allez à force, vous allez forcer sur les pas de vis, et à force de forcer, ça finira par plus tenir du tout. Donc, il faut quelque chose qui soit assez rustique, en fait, simple, mais rustique. Exactement. Ah, il y a un autre truc aussi sur les flashs, on n'a pas encore parlé, c'est la lampe pilote. Ouais. Alors là, il n'est pas allumé, il n'est pas branché. Ouais, mais certains flashs d'entrée de gamme n'ont pas de lampe pilote, et pour moi, c'est un gros inconvénient. Alors, ce qui va se passer aussi, effectivement, vous avez la lampe pilote. L'intérêt de la lampe pilote, en fait, c'est de vous apporter la lumière finale, même si elle ne va pas être exacte parce qu'on est souvent sur pas les bonnes couleurs, mais vous allez avoir la puissance. L'orientation aussi. L'orientation, vous allez voir exactement où vous positionnez votre lumière. Si vous êtes correctement… et en fait, vous arrivez à jouer exactement, à voir ce que vous faites. La lampe pilote, c'est ce qui s'appelle aussi une lumière de modelage. Donc, c'est ce qui sert à avoir un ordre d'idée du rendu qu'on va avoir une fois que le flash y partira. Et ça sert aussi, quand on le met à pleine puissance, à pouvoir travailler. On n'est pas obligé de rallumer la lumière du studio. On peut travailler juste avec la lampe pilote et pouvoir faire sa mise au point avec un peu de confort, quoi. Attention à ça aussi, il y a des flashs autonomes qui ont notamment ceux sur LED qui sont assez récents, qui ont des lampes pilotes avec un petit timer et au bout d'une minute, ça se coupe. Ce qui est très, très vite relou. Parce que, alors, quand on est en extérieur, très bien, parce que la lampe pilote, elle ne sert pas vraiment quand on fait du flash de studio en extérieur, mais quand on est en studio, c'est tout de suite compliqué. C'est vrai. Voilà. Ce qu'on va retrouver également, c'est-à-dire, là-dessus, on peut orienter votre boîte à lumière. Alors là, j'en ai pris une petite pour l'amener là, mais on va avoir différentes tailles de boîtes à lumière et vous allez pouvoir gérer en fait. Ça tourne, la boîte à lumière. Ouais, voilà. Ah, là, elle est dans le bon sens. Là, elle est dans le bon sens. Voilà. C'est mieux comme ça. Là, elle est dans le bon sens. Pour m'éclairer de profil. Ah, là. Ma chevelure. C'était juste pour ma chevelure. Donc là, du coup, hop, on va pouvoir la tourner dans tous les sens. Ouais. Après, vous avez des tailles d'un mètre, 1m20, 80. Et là, vous allez pouvoir jouer. Après, il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes également. C'est-à-dire que si on vient enlever la boîte à lumière, il arrive. Alors, comment casser les choses? Bon, là, je n'y arriverai pas parce qu'il faut que je la… Tac. Là, du coup, ce qu'on voit également, ce qu'on parlait, c'était de la lampe pilote qui est là. C'est une LED ou c'est une classique, ça? Je vois pas trop d'ici. C'est une ampoule. Une ampoule, d'accord. D'accord. Et derrière, on va se retrouver avec le système. Ce qu'on peut avoir aussi, hop, on peut avoir des bols. Donc, le bol, lui, ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez avoir une lumière beaucoup plus puissante. D'accord? Là, du coup, elle est coupée par la boîte. Là, vous allez avoir une lumière directe. Donc, ça sera vraiment une lumière plutôt dure. Donc, ça va être dans des usages un petit peu différents. Après, il y a différents diamètres de boîte qui va élargir plus ou moins. Et ce qu'on peut venir rajouter dessus, en fait, justement, pour adoucir, c'est
alors je sais pas, on verra pas, mais un nid d'abeilles. Faites dessus, vous avez des Là, on voit. auréoles, Ouais. Mais et le là, bien vous droit, allez en fait diminuer, vous allez réduire la puissance et ça sera beaucoup plus doux. Voilà, on voit, ouais. Ouais. D'accord? Ou après, alors là, on est dans un autre jeu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller également, si on s'amuse avec plusieurs flashs, ou éventuellement avec un snoot, où là, là, on va avoir une lumière beaucoup plus dirigée. C'est-à-dire que si on veut le mettre, par exemple, à l'arrière, hop, ou sur des cheveux, augmenter un peu de lumière sur le dos, enfin, après, il y a plein de situations. Ça peut servir aussi à éclairer l'arrière-plan et ça fait une lumière qui est plus concentrée. Ça peut faire un petit halo de lumière rond. C'est très, pour une lumière de décrochage dans les cheveux, c'est très bien. Pour une lumière d'arrière-plan aussi, pour détacher le sujet du fond et créer un peu de relief. On l'a vu sur la vidéo hier en noir et blanc. L'idée, c'était de créer du contraste. Et créer du contraste, ça peut se faire en positionnant un sujet sombre sur un fond clair. Et pour éclaircir le fond, on peut utiliser ça en faisant un léger halo derrière la silhouette du modèle, en fait. Enfin, pour détacher la silhouette du modèle. Soit en éclairant directement le modèle, soit en éclairant l'arrière-plan si l'arrière-plan est un peu sombre. Et après, je pense qu'on va finir là-dessus et puis je répondrai à vos questions s'il y en a. C'est-à-dire, après, effectivement, on en a parlé un petit peu, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec le flash. D'accord? Le flash, on n'est pas obligé de l'avoir sur son appareil. C'est-à-dire qu'il existe des systèmes qui permettent de le monter sur un trépied. Et éventuellement, alors ça, c'est pas le bon parce que c'est pas une idée, mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que soit vous l'avez en filaire comme ça, hop, fixé d'un côté et en fait, vous l'avez de l'autre côté, soit il existe le même système, mais électronique. C'est-à-dire que cette partie-là, c'est le récepteur qui va être positionné sur votre appareil et cette partie-là sera l'émetteur et qui sera positionné sous votre flash. Et en fait, vous allez pouvoir jouer exactement de la même façon avec des flashs et avoir, par exemple, plusieurs flashs. Certains flashs, même, je pense notamment au Godox, peuvent à la fois être récepteurs et émetteurs. C'est-à-dire qu'on peut mettre un premier flash sur son appareil photo, lui attribuer la fonction d'émetteur, et il va nous permettre de piloter d'autres flashs qui vont être dans la pièce. Voilà. Là-dessus, il va y avoir deux situations. Effectivement, il y a des flashs qui vont être émetteurs, récepteurs en fonction, chez Godox, hein. Après, il y en a d'autres aussi. Ouais, les Canon le font qui aussi. vont être émetteurs, récepteurs. Et en fait, vous en avez d'autres, c'est-à-dire que c'est ce flash-là, ça sera le flash maître, qui va faire déclencher les autres flashs. Le fait de déclencher la première lumière va engendrer la lumière des autres. Voilà. C'est ce qu'on appelle un déclenchement optique, en fait. On peut avoir un déclenchement filaire avec un fil, on peut avoir un déclenchement. Alors, autrefois, il y avait de l'infrarouge, ça ne se fait plus trop. Maintenant, c'est plutôt du radio. Et le déclenchement optique, avec des fois sur les flashs, vous avez deux options. Vous avez S1, S2. Et en fait, c'est assez rigolo, mais quand on le désactive, les flashs ne vont réagir qu'au filaire ou qu'au déclenchement par radio. Et quand on active ce déclenchement optique, c'est un éclair de flash qui va déclencher le flash. Ce qui fait que si vous avez plusieurs flashs et qui sont de la même marque, il vous suffit de déclencher le premier avec un émetteur de la bonne marque et avec lequel il va pouvoir communiquer. Et c'est l'éclair de flash du premier qui va déclencher les autres en cascade. Alors ça, c'est le S1. Et le S2, c'est que souvent, il y a des flashs aussi qui vont balancer un premier éclair de flash pour faire la mise au point. Et ce premier éclair, il ne sert que à faire la mise au point. Et c'est le deuxième éclair qui va servir à exposer réellement la photo. Et là, l'appareil photo va vraiment déclencher. Et du coup, quand on se met sur le S2, eh ben, le flash qui est le flash qu'on appelle esclave, celui qui est pas directement contrôlé, il ne va pas se déclencher au premier éclair de flash parce qu'il saura que c'est un pré-éclair. Il se déclenchera que sur le deuxième éclair de flash. Voilà. Mais c'est anecdotique, mais c'est vrai que souvent, moi, la première fois, je me suis fait avoir, je me disais, je ne comprends pas, il marche une fois sur deux. Bah non, c'est que la première fois, il considérait que c'est le premier éclair de flash, et la deuxième fois, il part pour de vrai. Donc, il était sur S2 au lieu d'être sur S1. Donc, il réagissait bien à un déclenchement optique, mais sur le second éclair de flash. Voilà. Exactement. Après, on va avoir aussi sur les flashs, même sur
aussi différents modèles. C'est-à-dire qu'il y en a certains, dont Godox aussi, qui maintenant, ils sont plus avec des batteries. Alors là, c'est des piles, mais vous en avez, pardon, c'est l'inverse, qui est avec piles, et il y en a d'autres maintenant, c'est avec batterie. Ouais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça dépote. Hein. Ouais, c'est bien. L'intérêt un petit peu sur les flashs aussi, si vous avez un flash, sur la batterie que vous utilisez, de faire attention l'ampérage de vos flashs. Si vous avez des ampérages, je ne sais pas combien ça peut être les minimums qu'on va trouver en grande surface, des fois, c'est pas assez puissant. En fait, c'est le temps de recharge qui est pas, ça va pas recharger assez vite. Et il vaut sur mieux, les piles, tu veux dire? Comment? Sur les piles? Sur les batteries. Sur les piles. Là, je suis sur les piles. Hein. Ah. Sur les piles, pardon. Moi, je préconise minimum 2200. C'est quoi? C'est des ampères? Milliampères. Ouais, milliampères. 2200, 2600. Et en fait, c'est là où vous allez recharger beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup mieux. Voilà. Okay. Et après, bon, si vous êtes avec un flash Godox avec la batterie, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais, ça a des temps de recharge qui vont monter à pleine puissance à 1 seconde et quelques. Et on peut flasher 500 éclairs d'affilée. Ouais, même en studio, ça passe. J'ai testé la semaine dernière, ça passe. Ah bah oui. Et on va retrouver, alors on revient en arrière, mais exactement la même chose sur les flashs comme ça. Maintenant, ils sont autonomes aussi. Il y a ça, pas c'est super. Ça, c'est super bien. Enfin, alors, c'est un certain prix. Mais par contre, c'est un plaisir parce que vous êtes amené à aller vouloir faire des photos de portraits à l'extérieur. Vous n'êtes pas avec 5 km de câble pour pouvoir le brancher, quoi. Même nos studios, hein. Et même au studio, hein, au lieu d'avoir sans travée, c'est pas celui-là, mais j'en ai cassé un en studio. Il y avait le fil au milieu, même si on essaie de faire attention. Et ben, la personne est passée à côté, elle a chopé le fil et badaboum. Et puis, je trouve que ça nous redonne un peu de dignité. Parce que tu vois, par exemple, moi, quand je faisais des photos dans une entreprise, je passais la moitié de la journée à quatre pattes à essayer de chercher une prise de courant. Alors que là, je suis debout, tu vois. Et ça change quand même la vie d'un photographe, tu vois. On se roule un peu moins par terre, quoi. Ouais, et pas faire le policier en disant attention au fil, attention au fil. Ah, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que la semaine dernière, justement, j'ai fait des photos dans des bureaux et j'avais que des flashs sans fil. Et on a une mobilité qui est quand même autre. On est beaucoup plus libre. Ça nous enlève quand même pas mal de contraintes logistiques. Exactement. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous avez des questions? On a répondu à beaucoup de choses, hein. Mais si vous avez des questions, c'est le moment de le poser. Christiane, tu voulais poser une question? Alors, attends, Christiane, on ne t'entend pas. Vas-y, dis-nous, Christiane. C'est bon, on t'entend. Voilà. Pour moi qui ne suis pas photographe professionnelle, je vais quand même faire l'investissement de flash. Donc, entre le Cobra et le Godox, je souhaite faire des photos de portraits à l'extérieur, à l'extérieur et à l'intérieur. Alors, le Godox, c'est une marque et Cobra, c'est la forme du flash, c'est un flash de reportage. Voilà, Yvan nous le montre. Ça fait comme le… Ouais, okay. Ça fait la forme d'un Cobra, c'est pour ça que ça s'appelle un flash Cobra. Donc, ta question, c'est pour faire des photos en extérieur sans être photographe professionnel, est-ce qu'il vaut mieux un flash Cobra ou un flash de studio autonome? C'est ça ta question? Voilà. Ok, Yvan. Alors, si on veut, si on parle, on va essayer de parler d'une question de coût. Moi, je parlais, et pour apprendre, je partirais peut-être sur un flash comme ça. D'accord? Sur un flash Cobra. Oui et non? Alors, moi, pour une question de simplicité. Vas-y. C'est-à-dire que moi, je suis contre. Mais par contre, est-ce que tu peux le montrer? Je ne peux pas vous laisser dire ça. Bon, on va régler. Montre-moi ce que tu montrais tout à l'heure. Le sale. Ouais, l'accessoire. Ouais. L'avantage, c'est qu'on peut faire la même chose. C'est vrai. Donc là, c'est moi qui ai raison. Donc, du coup, on peut fonctionner avec ça et une boîte à lumière. Sur la simplicité, enfin sur la simplicité logistique, sur la légèreté, sur la facilité de mise en œuvre, il a raison. Après, sur l'apprentissage, c'est sur l'apprentissage que je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'un flash de studio, il y a un bouton on-off, un bouton j'allume ou j'éteins la lampe pilote et un potentiomètre. C'est tout. Alors maintenant, ils sont modernes, ils ont plein de trucs compliqués, mais en termes de complexité d'utilisation, un flash Cobra,
Il y a plein de modes, il y a plein de menus, il y a plein de trucs. On s'y perd vraiment quand on n'a pas l'habitude. Alors, je vais vous faire une petite vidéo, j'espère la semaine prochaine, qui vous détaillera tout ça pour qu'on arrête de se perdre. Parce que même moi, au bout d'un moment, à force de toujours utiliser de la même manière, j'ai fini par m'y perdre. Donc, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Mais le flash de studio basique est quand même beaucoup plus facile à utiliser qu'un flash Cobra. L'avantage aussi qu'il a, c'est que souvent, il a une lampe pilote. Et la lampe pilote, ça vous donne un aperçu du rendu que vous allez avoir. Or, quand vous travaillez avec des flash Cobra, qui, par définition, enfin, même si là, celui-ci, ce petit Godox, là, il en a une. Mais je vous en parlerai aussi la semaine prochaine. Ce n'est pas forcément évident. Attendez, je vais vous le déloquer pour vous montrer ça. Voilà. Donc là, on a un flash Cobra avec une lampe pilote. Mais c'est pas forcément super facile parce que l'idée de la lampe pilote, c'est de te donner un aperçu du rendu que tu vas avoir. Alors, si tu l'as pas, tu flashes, t'essayes, tu flashes, t'essayes, tu flashes, t'essayes. Et c'est un truc que je reprochais beaucoup à ce qu'on appelait le strobisme, c'est-à-dire le fait de faire du studio avec des flashs de Cobra, c'est qu'en fait, comme tu vois pas ce que tu fais, tu as difficulté à apprendre et souvent, ils travaillaient avec des logiques de setup. Une recette. En gros, une fois qu'ils avaient trouvé un éclairage qui allait bien, ils mettaient toujours l'appareil à la même distance avec l'objectif, la lumière à la même distance, avec la même puissance, avec la même modeleur, et en gros, tu fais toujours la même lumière. Et l'intérêt de la photo, c'est justement de pouvoir construire sa lumière en fonction du sujet. C'est pas de faire toujours la même chose, sinon c'est du photomaton de luxe, mais ça reste de la répétition. Il n'y a pas de création en fait. On va créer une fois et après on arrête de créer. C'est un peu con-con. Donc sur l'apprentissage, moi, je pense qu'il vaut mieux apprendre avec des petits flashs de studio. Après, en termes de mobilité, de légèreté, de simplicité, je rejoins complètement Yvan. Un flash Cobra, c'est bien. Et en plus, tu seras polyvalente. Surtout toi qui fais beaucoup de randonnées, Christiane, et qui bouge beaucoup, si tu veux être mobile, je pense que tu as plus intérêt à suivre le conseil d'Yvan et à surtout pas m'écouter et à prendre des flash Cobra. Parce que je ne ferai sûrement pas de photos en studio. Alors après, on reste sur du Cobra. Ouais. Après, ce qui peut être aussi, alors ça demande un peu plus de travail, mais c'est-à-dire que ça demande à déplacer la personne vraiment dans la situation où on a envie, c'est-à-dire que sous un arbre, entre deux arbres, et c'est-à-dire que notre flash, c'est-à-dire que ça va être le soleil. Ça peut être aussi, et d'aller jouer avec un réflecteur parce qu'on va pouvoir amener une lumière différente. Mais après, c'est un choix où on ne va pas ressortir les mêmes choses. Voilà. Je ne sais pas si tu peux le faire. C'est-à-dire qu'on peut également s'amuser à faire avec ça, hein, ou éventuellement avec ça. C'est-à-dire que même en extérieur, vous êtes en plein jour, on peut être capable de vous transformer en pleine nuit. Ça, c'est jouable aussi. Il faut que ça tape fort. Hein. Il faut que ça tape fort, mais on y arrive. Voilà. Donc, il y a plein de situations de dramatiser les trucs, mais après, c'est sûr que dans la simplicité, ça peut être ça. Hein. Enfin, Flash Cobra, c'est pas mal. Hein. Enfin, voilà, c'est sûr que, sauf si on est capable de déplacer. Alors, c'est vrai que souvent, c'est livré avec des mallettes. Donc, maintenant, c'est assez pratique. Mais si on a un rando, ça va être compliqué. Ouais, tu feras peut-être pas ça en rando, mais si tu veux faire c'est juste pour faire du portrait ou aussi pour faire un petit peu de studio, ton flash, Christiane? Non, il m'arrive de faire des séances de photos pour des mamans avec leur bébé sur la plage. Donc, en général, je joue avec le soleil. Je fais des photos en fin de journée, pas tout à fait à la fin de la nuit, vers 16h. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro? On t'entend très très mal, Christiane. Donc, je disais qu'il m'arrive de faire des photos, des séances photos pour des mamans avec leur bébé et je m'arrange pour faire les photos. Donc, pas tout à fait à la tombée de la nuit, mais vers 16-17 heures, un moment où le soleil est plus doux, un peu avant le coucher du soleil. Donc, je joue plus avec la lumière. Naturelle. La lumière naturelle, voilà. Bon, avec le flash intégré. J'allais dire, il a raison, Yvan, à montrer le réflecteur parce que le réflecteur est bien pour ce genre de situation. Et après, le petit flash Cobra posé avec avec ou sans petite boîte à lumière, ça peut être très bien. Alors, si c'est sur de l'extérieur comme ça, c'est très bien. J'amènerai une autre chose. Moi, là, j'amènerai de la sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi aussi avec les enfants, avec les bébés. Ce qu'il faut faire attention, c'est à leurs yeux. Donc, si on amène un flash Cobra, on lui met en pleine figure, il ne va pas apprécier.
Déjà que nous, on n'aime pas, alors un bébé qui est en train de grandir, si on le flash, ça n'aime pas trop. Voilà. Moi, je sais que même en studio, je faisais attention sur la lumière de ne pas trop pousser, justement, pour éviter de leur faire mal. Mais ce qui peut être intéressant, justement, quand c'est en soirée, avec le jeu de la lumière, où on va avoir des couleurs un peu différentes, je pense que le réflecteur peut être pas mal. Et en fait, je ne sais pas la situation, mais en même temps, ça fait la maman ou le papa peuvent assister et donner un petit coup de main. Et souvent, la plupart du temps, ils aiment bien en plus. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Moi, j'en ai une petite. Vas-y, Jean-Baptiste. C'est quoi l'intérêt d'utiliser un flash plutôt qu'une lumière constante en studio? La puissance. C'est peut-être la consommation électrique, non? Je sais pas. Ah, Non, c'est non, plus non. puissant un flash qu'une lumière constante, non? Alors, la lumière continue, Continue, pardon. ouais, elle est continue par définition, mais elle est beaucoup moins puissante qu'un éclair de flash. Donc, avec un éclair de flash, tu vas pouvoir monter plus facilement en vitesse, fermer plus facilement ton diaph. Et une lumière continue, même un peu vive, ça marche bien en vidéo parce que tu peux te permettre de rester sur des vitesses d'obturation qui sont autour du 30e de seconde, ça pose pas de souci. Mais c'est quand même bien de pouvoir monter un peu plus en vitesse avec le flash, quoi. Sinon, ça va piquer les yeux, hein. Pour avoir une puissance suffisante pour pouvoir éclairer ton modèle correctement, ça va vraiment lui piquer les yeux. D'accord. Après, la lumière continue, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est plus facile à modeler puisque tu vois le rendu que tu vas avoir. Donc, si tu photographies, non pas des portraits, on change de registre là, mais des objets, ça peut être intéressant d'avoir une lumière continue parce que tu la modules à l'œil facilement. Et après, comme l'objet ne bouge pas, tu te mets sur trépied, tu utilises une vitesse lente, mais c'est pas grave puisque l'objet ne bouge pas. Et là, tu retombes sur tes pattes. Mais pour du portrait, Yvan, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la lumière continue, je pense que ce n'est pas forcément une bonne option. Même si, autrefois, les studios Harcourt travaillaient en lumière continue, il me semble. Ouais, mais avec des grosses puissances. Ouais. Aujourd'hui, ils le font toujours, hein. Ouais. Sans tungstène. Et, après, ils sont vraiment, c'est des grosses puissances qu'il y a dessus. Moi, je trouve que ça pique un peu les yeux. Voilà, après, c'est un petit peu plus. Effectivement, souvent, on va retrouver des produits comme ça, lumière continue, qui sont pas chers. Mais on ne peut pas tout faire. On est très vite limité. Ou après, il faut mettre, comme chez Harcourt, des millions d'euros. Et prendre la formation avec eux, d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, c'est magnifique. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions, du coup? Plus de questions? Alors après, Yvan, tu peux rester avec nous si tu veux on va continuer à échanger sur les photos de chacun et des uns et des autres. C'est avec plaisir. En tout cas, je te remercie de ton intervention. Je mets le lien vers ta boutique sous la vidéo, donc sur la chaîne YouTube. À très bientôt, Yvan. On se revoit dans le club photo prochainement, j'espère. Ouais, pas de souci. Eh bien, ciao et merci beaucoup. C'était très bien. Merci. Merci beaucoup. Allez, bonne semaine, bonne photo.